Pascal Horry, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti il y a un an de cela ce livre, Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire, qui était sorti donc un an après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Dans ce livre, vous prenez 13 thèmes, 13 termes, 13 notions ou sujets qui ont éclos ou qui ont ressurgi au moment de ces attentats-là. L'un des sujets dont vous parlez, c'est le sujet des lieux symboliques. Plusieurs lieux symboliques qui ont été créés et érigés au moment de ces attentats. D'une part, les locaux de Charlie Hebdo, d'autre part, l'Hypercacher de la Porte de Vincennes, et enfin, la place de la République. 2 ans après, que sont devenus ces lieux dont vous dites qu'ils sont devenus des lieux symboliques au moment des attentats? J'avais écrit ce chapitre, et je vous remercie de le mettre en valeur, dans une perspective plus lointaine, qui est de faire un jour une histoire des politiques symboliques, parce que je pense que toutes les sociétés ont besoin, en tout cas expriment le besoin de politiques symboliques, c'est-à-dire d'utilisation de l'emblème, du monument et du rituel. Tout ça est évidemment lié, puisque le rituel associe des emblèmes autour d'un monument, etc. Et quelle que soit la société, parce qu'on peut penser que c'est obsolète, parce qu'on pense au Panthéon, on pense au 14 juillet, mais regardez, Daesh a ses emblèmes, et effectivement, les attentats ont suscité, sans qu'il y ait aucune intervention de l'État dans un pays comme la France, vieux pays d'État, l'État, c'est normal d'ailleurs, est arrivé après. Le après, c'est un an après les attentats, place de la République, vous vous rappelez peut-être, François Hollande, Madame Hidalgo, même Johnny Hallyday, et effectivement, là il y a un rituel, il y a la position d'une plaque, d'une certaine façon, l'État fait son travail. Mais la société avait fait l'essentiel. Et pendant un an, elle a créé des lieux de mémoire. Vous vous rappelez le débat place de la République autour du piédestal pour savoir si les graffitis, les affichettes ne devaient pas être quasiment muséifiés. C'est tout à fait intéressant. D'autant plus que ça se situe à la fois dans des lieux qui avaient une tradition emblématique, comme la place de la République, avec quand même l'érection de la première grande statue à la République par les républicains qui arrivent au pouvoir au début de la Troisième République. Donc c'était d'une certaine façon incroyable que les attentats de Charlie aient lieu si près de cette place. Une place qui venait d'être, depuis peu de temps, réaménagée par la municipalité à la direction socialiste de Bertrand Delanoë, de telle sorte que c'était redevenu un espace piéton. Ça a compté. Y compris dans le fait qu'aujourd'hui, Nuit debout, ou du moins d'hier d'aujourd'hui, Nuit debout, ça l'est réapproprié. Quand on pense à ce qu'était cette place de la République avant la piétonisation, et donc bien avant les attentats, c'est-à-dire un giratoire d'automobile, on voit le chemin parcouru et le besoin d'une société d'aujourd'hui, et pas du 19e siècle, d'avoir des monuments. C'est quand même clairement un lieu de mémoire. Et un double lieu de mémoire, la République qui s'installe dans les années 1870-80, et puis Charlie, et puis Nuit debout, et puis des lieux de rituel, puisqu'on s'y retrouve de façon, entre guillemets, officielle ou non officielle. Et je pense que c'est assez significatif. C'est-à-dire que, spontanément, la société du 21e siècle, et je ne répète pas du 19e, a créé des lieux de mémoire, ce qui prouve qu'il y a quelque chose de structurant là-dedans. Ça s'est produit après le 13 novembre aussi, où, vous le rappelez, tout le monde se le rappelle, dès le lendemain, des fleurs, des petits mots, etc. ont été déposés sur les trottoirs. C'est pour un historien, je dirais pour un anthropologue, c'est absolument passionnant. Donc, vous avez parlé, quand on a parlé des lieux symboliques, des lieux de mémoire, vous avez employé ce terme, vous dites dans le livre que, bien évidemment, en plus de la place de la République, les locaux de Charlie et aussi l'Hypercacher se sont en quelque sorte métamorphosés également en lieu de mémoire. Or là, vous dites que c'est plus problématique de les qualifier en tant que lieu de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de hiérarchie. Il est clair que la place de la République a ramassé l'ensemble de la problématique, je le répète, de l'emblème du monument et du rituel. Les autres lieux ont subsisté par apposition de plaques, quelques cérémonies, au moins pour le premier anniversaire, on ne sait pas ce que ça va donner au bout du deuxième, du troisième, du quatrième. Tous les lieux n'ont pas la même force, mais la volonté d'une société de les patrimonialiser est quand même très impressionnante. Et j'ajoute que pour un pays comme la France, qui est comme un vieux pays d'État, le fait que ce soit la société civile, comme on dit sur le modèle un peu protestant anglo-saxon, qui s'en soit saisie, sans attendre qu'on lui dise il faut patrimonialiser cet endroit, ça me paraît peut-être la leçon la plus intéressante.
Vous parlez dans le livre, au moment, quand vous évoquez les manifestations en fait, spontanées, le jour même des attentats de Charlie Hebdo, donc dès le 7, sans même parler du 11, vous dites c'est une des rares fois où finalement, enfin pas une des rares fois, mais c'est très rare que finalement le deuil et la commémoration d'un acte barbare se fassent le jour J, sans finalement le temps de deuil dont on peut imaginer que la plupart du temps on se laisse avant de se réunir. Pourquoi à ce moment-là? Parce que nous sommes quand même dans une société, je parle de l'Occident du XXIe siècle, peut-être même la planète du XXIe siècle, quand on voit la manière dont le tweet, Internet, etc. régissent nos vies quotidiennes, les réseaux sociaux. Nous sommes dans des sociétés qui surréagissent très vite quand même. On parlera peut-être tout à l'heure du slogan je suis Charlie. Ça a été forgé, mais dans les 2 heures qui ont suivi les attentats de janvier. Et le soir même, le hasard faisait que, pour des raisons familiales, j'étais dans le quartier, donc je me suis rendu place de la République. Spontanément, des postures commémoratives étaient adoptées, en particulier autour du crayon. Alors, au départ, on pouvait se dire, tiens, c'est des dessinateurs, mais en fait, c'était aussi des sympathisants de Charlie qui avaient un crayon dans la pochette, qui brandissaient un crayon. Après, vous aviez des grands crayons en carton. Vous aviez assez peu de pancartes, pas vraiment de slogans. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que dès le soir du mercredi, comme vous le disiez, et a fortiori le samedi, le dimanche, en province ou à Paris, vous aviez quand même de vraies manifestations de masse. Déjà le mercredi soir, c'était impressionnant, place de la République, sans pratiquement de mot d'ordre. Et en même temps, d'individualistes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de consigne générale, il n'y avait pas un slogan unificateur. Il y a eu je suis Charlie, mais après, ce qui est intéressant, c'est que ça a été tout de suite décliné en je suis flic, je suis juif, je suis un. Et chacun se faisait sa petite commémoration. Ça, c'était tout à fait frappant. Et vous avez raison, dès le premier soir. Ça me fait penser à une phrase assez belle de Charles Péguy, qui rappelle que le soir du 14 juillet 1789, pas un an plus tard, la fête de la Fédération, mais le soir du 14 juillet, on a commencé à célébrer la victoire du peuple de Paris, etc., avec des lampions, presque un bal populaire, et il a appelé ça, Péguy, le 0e anniversaire du 14 juillet. Vous dites beaucoup de manifestations finalement individualistes. C'est ce que vous racontez aussi sur l'histoire du slogan. Finalement, ce slogan commence par je suis Charlie, et finalement c'est l'illustration de cette société individualiste qui malgré tout se réunit tous ensemble. Ce que vous dites sur le slogan, et moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est il y a eu beaucoup de débats sur qui est Charlie, où est Charlie, etc. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ce slogan je suis Charlie? Est-ce que il a une postérité? Est-ce qu'il continue à vivre? Et du coup, par comparaison, par opposition plutôt, est-ce que ceux qui se disaient ne pas être Charlie, est-ce que eux continuent aussi à exister? Je trouve qu'il y a 2 dimensions. Bien entendu, ça paraît déjà lointain, puisque d'autres attentats sont arrivés, que des configurations politiques nouvelles se sont instaurées. L'une des dernières, après le Brexit, étant l'élection de Trump. Tout ça paraît extrêmement chargé, sans parler des élections présidentielles qui vont bientôt survenir en France. Donc, je pense qu'il y a une relativisation de la force de ces slogans, ça c'est clair. Mais après tout, c'était des slogans de mobilisation immédiate, qui ont été, je le répète, définis en l'espèce, on n'a par traçabilité retrouvé très facilement l'auteur, qui était le directeur artistique, qu'il est toujours, d'un magazine gratuit intéressant, plutôt mode et branché, qui s'appelle Styliste, qui est à mon avis un magazine tout à fait intéressant, significatif de cette époque. Et comme par hasard, c'est lui qui imagine ce slogan, y compris sa calligraphie. Il faut savoir qu'en termes généalogiques, c'est un slogan qui, au fond, combine le slogan inverse, nous sommes tous des juifs allemands, mai 68, c'est-à-dire le nous, la minorité, et là c'est le je, la majorité. C'est contre-intuitif, mais c'est exactement ça. Et évidemment, l'autre généalogie, c'est Ich bin ein Berliner, le président Kennedy devant le mur de Berlin dans les années 60. Et c'était bien vu, puisque aujourd'hui on fait masse avec du je. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction, contrairement à ce que certains pensent, qui ont par exemple la nostalgie des sociétés communautaires, je ne sais pas si c'est une nostalgie catholique ou autre, ou communiste, ou la même chose, mais on peut faire de la masse avec des individus. C'est plus fragile, effectivement, le je suis Charlie peut ensuite se décliner en des forces politiques contradictoires, mais le tenter signifie quand même 4 millions de personnes, incontestablement, dans les rues. Donc l'un des débats qui est vite né au moment de l'émergence de ce slogan et au moment de jours après peut-être la manifestation de janvier, c'est ceux
ne se disait pas justement Charlie, dont vous parlez dans le livre, notamment avec le livre d'Emmanuel Todd. Est-ce que, d'une part, ce débat-là a encore lieu aujourd'hui? Est-ce que dans tout ce qu'on a entendu sur les minutes de silence non respectées, sur les thèses complotistes présentes dans les classes, où tout le monde a semblé découvrir finalement que ces choses existaient dans les classes et dans un certain nombre de classes de France, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 2 ans après? Il faudrait déjà poursuivre, c'est un message que j'adresse aux sciences sociales, aux historiens, poursuivre l'enquête sur les minutes de silence non observées, pour savoir statistiquement ce que ça représentait. Je me demande s'il n'y a pas eu qualitativement un effet de surprise qui fait qu'on a un peu grossi le phénomène. Une découverte, finalement. Voilà. Et ça renvoyait à une autre chose, à une sorte de naïveté. Alors, autant, d'un certain sens, je dis, mais il ne faut pas survaloriser le « je ne suis pas Charlie », j'y reviendrai dans un instant parce que les statistiques confirment que c'est minoritaire, mais en revanche, c'est quand même très naïf d'imaginer qu'à un seul moment dans la vie d'un peuple, quel qu'il soit, français ou nicaraguayen ou moldovalaque, il y ait unanimité, ça n'existe pas. Ce que vous dites dans le livre, même dans les manifestations de 68, 46, etc. 68, vous imaginez à quel point c'était minoritaire. En 68, vous aviez les deux manifestations l'une contre l'autre. Et même en 44, à la Libération, vous imaginez bien que les Français, profondément vichistes, voire profondément collabos, ils n'applaudissaient pas. Donc ça n'existe pas. Dire le peuple tunisien, j'entendais ça à la radio de temps à autre au moment du printemps arabe, le peuple tunisien descendu dans la rue. Comment est-ce qu'un journaliste peut dire ça? Non. On peut dire, il y a des manifestants, il y a une grande manifestation, mais un peuple ne descend jamais dans la rue parce qu'il n'est jamais unanime. Donc c'est le contraire qui aurait été surprenant, c'est que tout le monde ait été « je suis Charlie ». En revanche, l'analyse qui me paraît plus structurée que celle d'Emmanuel Todd, que par ailleurs j'aime bien à titre personnel et qui a écrit des choses intéressantes à d'autres moments, l'analyse de l'enquête Harris interactive montre bien que les « je ne suis pas Charlie » sont d'abord très minoritaires et deuxièmement composites. C'est-à-dire que ça comprend grosso modo 3 groupes d'inégale importance. Vous avez, effectivement, on peut dire d'une sensibilité islamiste, qui n'a pas de raison de manifester. Vous avez une sensibilité très minoritaire, mais quand même de gauche radicale, qui dit ah bah, pas de compromission avec le système, regardez, il y a Netanyahou, etc. Nous ne marchons pas. Bon, d'accord, ça reste minoritaire. Et troisièmement, on oublie une bonne partie des électeurs du Front National, qui vont confirmer ça, c'est-à-dire ceux qui se sentent exclus de ce système, mais c'est pas leur problème. Donc il ne faut pas oublier le caractère composite. Le je ne suis pas Charlie, c'est pas uniquement l'extrême gauche, ça peut être l'extrême droite, et même statistiquement, ça a d'abord été l'extrême droite. D'abord. Deuxièmement, après les attentats de novembre, la proportion des je ne suis pas Charlie, ça a été confirmé par les enquêtes du CREDOC, etc. Il y a une très intéressante enquête du CREDOC qui est en train d'être publiée, qui accompagne la mémoire du 13 novembre, etc. Eh bien, cette proportion a diminué parce que parmi les victimes du 13 novembre figuraient des je ne suis pas Charlie, symboliquement. C'est-à-dire que ceux qui se retrouvent au Stade de France, fort heureusement, peut-on dire, je demande valeur, mais enfin, je le prends quand même, bien que je sois un historien, théoriquement étranger, je demande valeur. Il n'y a pas eu de mort, sauf les terroristes, au Stade de France, pratiquement pas. Mais vous imaginez ce que ça aurait été. Donc, au Stade de France, au Bataclan, au Petit Cambodge, etc., vous aviez un public évidemment composite, où figurait d'une certaine façon une partie de ceux qui pouvaient être distants à l'égard de l'unanimisme de janvier, et qui là se retrouvaient victimes. Donc, là, le je ne suis pas Bataclan, c'est beaucoup moins exprimé que je ne suis pas Charlie. Dans le livre, et ce sera ma dernière question, le premier chapitre, c'est la première leçon, c'est votre leçon sur le terme sidération. Parallèlement à ça, vous dénommez en fait très vite le 11 janvier, vous l'appelez janvier 15, comme finalement les Américains ont pu nommer le 11 septembre avec des sigles particuliers finalement. Ma question c'est cet événement-là, et en le nommant en plus de façon particulière, janvier 15, il est structurant pour la génération, je ne sais pas, peut-être la jeune génération, finalement pas encore totalement formée, qui a vécu ces moments-là. Désormais, j'ai écrit ce livre en sachant presque intuitivement, je ne sais pas très sorcier, qu'il y aurait d'autres attentats. Donc désormais, je pense que c'est une génération qui est marquée par l'ensemble des attentats. On a mis ajouté Nice et Magnanville, tout ce que vous voulez, mais le 13 novembre aussi. Donc c'est un bloc d'attentats, et les événements fondateurs, dits historiques, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, et il y a une sorte de cristallisation de génération, qui est quand même la génération, je dirais, des attentats. Bon, d'abord janvier. Il y a une force quand même du premier attentat,
Enfin, j'appelle ça le premier attentat, il y en a eu avant, mais là, on voit bien, parce que ça touchait aussi des artistes, des journalistes, enfin... il faut savoir que les médias ont surréagi aussi parce que c'était une rédaction qu'on massacrait. Donc je pense qu'il y a une génération qui est marquée. Le 11 septembre continue d'ailleurs à planer au-dessus de ça, mais les enquêtes actuelles du Crédoc prouvent bien que c'est un événement fondateur. Et ce premier chapitre de 13 chapitres, donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était en fait une réflexion sur la notion d'événement. Et là, on touche du doigt l'événement qui n'est évidemment pas... monstre dont on a parlé tout à l'heure. C'est tout à fait dans la lignée de Pierre Nora. Par ailleurs patron de cette collection, mais c'est pas à cause de ça. Vraiment, on a la confirmation que faire de l'événementiel, comme on le disait à l'époque de l'école des Annales, c'est pas forcément une erreur ou une perte de temps, parce que l'événement, c'est une sorte de geyser de structure, c'est-à-dire que c'est pas contradictoire avec la structure. Vous avez des choses fondamentales touchant au fonctionnement des sociétés, l'iconoclasme, c'est absolument fondamental, etc. Le terrorisme, c'est fondamental, et ça surgit dans un temps T et dans un espace relativement délimité. Donc ça a une force en quelque sorte de volcanique, mais c'est structurant, bien entendu, c'est pas du tout anecdotique. Vous disiez, et ce sera vraiment ma dernière question, vous disiez que peut-être ça avait pris autant d'ampleur parce que les médias avaient relayé quelque chose qui les touchait particulièrement, car c'était une rédaction d'un journal qui s'était fait attaquer. En même temps, c'est finalement assez nouveau que les médias traditionnels prennent la défense des caricaturistes et des dessinateurs de presse. Vous faites l'histoire un petit peu des dessinateurs de presse dans votre livre, en expliquant que finalement, peut-être janvier 2015 leur offre finalement une carte de presse qui a la même valeur que les autres journalistes, car très longtemps, ils ont été considérés comme les parias de ce milieu. J'utilise même la formule un peu choc. Ils ont gagné une carte de presse signée de leur sang. Mais ça a commencé avec Balle tragique à Colombey, 2.1 mort, qui n'est d'ailleurs pas un dessin, mais une première de ce qui était l'hebdo Harakiri, qui du coup étant interdit devient Charlie Hebdo, et qui jusque-là faisait de ces gens-là plutôt des parias au sein de la presse. Ils étaient vulgaires, c'était la Harakiri mensuelle, ils étaient trop radicaux. Mais là, le fait qu'ils aient été censurés à l'époque de Raymond Marcellin, etc., dans les années 70, ça leur a donné une signification politique sur laquelle ils ont pu vivre d'une certaine façon, puis on sentait bien un déclin, un désamour, et donc on n'avait pas 4 millions de lecteurs de Charlie réguliers qui sont descendus dans la rue, mais c'était la liberté d'expression, vous vous rappelez. La liberté d'expression, c'est une formule qui est issue vers 14h, 15h le mercredi après-midi, des premiers groupes de manifestants venus des écoles de journalisme et de Reporters sans frontières. Parce qu'effectivement, on parle toujours de médiation, la médiatisation en général et en particulier pour les événements, mais là, c'était tellement évident, et je pense que c'était pertinent, parce que incontestablement, c'était une agression superfétatoire à la liberté d'expression. Et les valeurs, c'est ce qui structure une société. Donc on peut comprendre que 4 millions de personnes descendent dans la rue pour défendre ces valeurs. Très bien. Merci Pascal Loïc pour tous ceux qui voudraient découvrir ou redécouvrir le livre donc, qui est sorti il y a un an, Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire, qui, bien qu'il ait été écrit un an après les événements, on peut prendre de la hauteur sans forcément prendre son temps, et je pense que c'est ce que réussit cet ouvrage. Merci beaucoup. Merci.